Next speaker who just came in is Deo Notre prochain orateur s'appelle Deo Mshahidi. Close to it. Mshahidi. All right. He was a journalist in Rwanda and became a refugee in Belgium in 2000. And he's the Secretary General of a political platform. He will tell you the name of because I can't pronounce it. So welcome, please, Deo. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement, de cette journée, de cette conférence, qui est une occasion très importante, malgré quelques actes qui auront essayé de la perturber. Et je vais vous parler, mon intervention en tout cas va être cadrée, comme les autres, sur la nécessité d'une commission internationale sur la vérité et la réconciliation au Rwanda et en réalité dans toute la région des Grands Lacs. De la guerre qui a dévasté le Rwanda du 1er octobre 90 au 4 juillet 94, on aura pratiquement retenu que la période d'avril à juillet 1994, soit les 3 mois durant lesquels les Tutsis et les Hutus modérés ont été systématiquement exterminés par des milices fanatisées et littéralement droguées, des soldats mobilisés contre l'ennemi et épaulés par une populace complètement acquise aux manipulations des autorités locales et centrales, elles-mêmes visiblement déstabilisées et totalement désorientées. Non pas qu'il faille innocenter ces responsables politiques et ou militaires qui, appliquant à la lettre le mot d'ordre de la tristement célèbre radio-télévision des 1000 collines et du sinistre Kangoura au fameux 10 commandements des Bahutu, se sont livrés à une entreprise macabre qui aura fait de très nombreuses victimes. Mais par-delà les images insoutenables et les émotions légitimes qu'elles ne pouvaient manquer de susciter, et même de projeter bien au-delà du pays des 1000 collines et des 1000 massacres, il va falloir désormais se pencher sérieusement sur le contexte précis dans lequel ces terribles événements se sont déroulés. Sur les antennes d'Europe 1, le 2 octobre 2007, sinon c'est le 2 novembre, le ministre français des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, s'est exprimé en ces termes, je cite, « Un génocide a été commis sous nos yeux télévisés et nous n'avons rien fait. » Il évoquait là sans doute la communauté internationale, désignant ainsi le club très fermé des nations dites civilisées et du monde libre dont les États-Unis d'Amérique sont censés être le leader. Le génocide de 1994 est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets. On le réduit trop souvent à une affaire interne au Rwanda, alors qu'il s'est déroulé dans le contexte d'un conflit international où des puissances étrangères se sont affrontées par Hutus et Tutsis interposés. Ce qu'a reconnu Bernard Kouchner en affirmant qu'au Rwanda, la France s'était heurtée notamment aux Belges, aux Anglais et aux Américains. C'est dire si la dimension internationale du conflit rwandais mérite d'être prise en compte dans toute approche de réconciliation qui se voudrait un temps peu soit crédible. Présentant le drame rwandais comme un cas de conscience, le ministre français des Affaires étrangères en a appelé à une commission justice et réconciliation afin, précisa-t-il, qu'on parle de ces choses au lieu de les dissimuler. Mais l'approche de M. Kouchner n'en est pas moins trop réductrice, dans la mesure où, emboîtant le pas à son homologue rwandais
Charles Murigande, le responsable français a prétendu qu'à Kigali, les survivants du génocide sont au pouvoir et qu'il ne saurait être question de confondre les assassinés et les assassins, rangeant manifestement le FPR parmi les victimes d'une tragédie dans laquelle il porte incontestablement de très lourdes responsabilités. C'est entre autres pour élucider la part de responsabilité du FPR parmi les victimes d'une tragédie, c'est entre autres pour élucider la part de responsabilité du FPR dans le génocide rwandais qu'une commission vérité et réconciliation pour le Rwanda s'impose. Une telle commission contribuerait sans doute à élucider le rôle joué dans la tragédie rwandaise par les divers acteurs nationaux, régionaux et internationaux et permettrait aux Rwandais de tourner enfin l'horrible page de la guerre et du génocide et d'envisager ensemble un avenir prometteur. La tragédie du Rwanda est d'autant plus importante qu'elle se retrouve au cœur du conflit qui ravage le Nord Kivu en RDC et qui menace d'embraser toute la région de l'Afrique des Grands Lacs. Les combats engagés entre l'armée congolaise et les forces du général déchu Laurent Nkunda ont provoqué une grave crise humanitaire dans le Nord Kivu. Cette crise a suscité plusieurs interventions internationales, dont celle de Washington, qui s'est empressée de dépêcher des émissaires dans la région, avec pour mission officielle de tenter de mettre fin au conflit. Mais au même moment, l'administration américaine apporte son soutien à l'option militaire pour, selon elle, éliminer la menace à la paix et à la stabilité de la région des Grands Lacs que constitueraient les rebelles rwandais encore présents dans cet immense pays. Comment espère-t-on résoudre un conflit fondamentalement politique par le recours à la force des armes? Car, on ne le dira jamais assez, loin d'en être la cause, la présence en RDC, en République démocratique du Congo, donc des milliers de réfugiés rwandais, dont des rebelles en armes, est une conséquence du génocide qui, selon le régime de Kigali, a été commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994. Ça, c'est la constitution actuelle. Est-il concevable, dans ces conditions, que le FPR ne se soit rendu coupable d'aucun crime durant toutes ces années qui correspondent par ailleurs à la guerre qu'il a lui-même déclenchée? Dans le communiqué sanctionnant le dialogue intra-rwandais d'Amsterdam du 12 au 14 octobre 2007, les participants Hutus, Tutsis, ainsi que des facilitateurs espagnols ont affirmé en substance que les crimes, je cite, les crimes commis contre les Hutus sont également des crimes contre l'humanité de grande ampleur, voire des crimes de génocide. Et ont demandé à l'ONU, ce sont les participants d'Amsterdam, ont demandé donc à l'ONU de remettre sur la table le dossier rwandais pour établir les circonstances et les responsabilités du génocide rwandais et clarifier la nature des crimes commis contre tous les Rwandais depuis 1990 et les crimes commis contre les Congolais et les réfugiés Hutus en République démocratique du Congo depuis 1926. Mais Kigali ne l'entend pas de cette oreille. Sur les antennes de radio Okapi, captées le 16 août 2007, le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Murigande, a déclaré ce qui suit. Ces FDLR devraient rentrer et rejoindre ce dialogue permanent qui existe entre gouvernants et gouvernés. Personne ne les a exclus de ce dialogue.
et M. Murigande de renchérir. Mais s'ils ont en tête un autre dialogue qui tendrait à chercher à ce que les survivants du génocide partagent le pouvoir avec les génocidaires, je crois qu'ils vont attendre encore longtemps. De notre part, continue-t-il, nous continuons à avoir les bras grandement ouverts et prêts à les accueillir. C'est entendu, c'est moi qui commente, c'est entendu, pas question de dialoguer avec des génocidaires que l'on se dit pourtant disposé à accueillir les bras grandement ouverts. On croirait rêver. Mais qui sont au juste ces hommes et ces femmes dont l'écrasante majorité sont aujourd'hui âgés de moins de 30 ans, qui sont tantôt candidats à l'élimination, tantôt à un accueil plutôt cordial, à condition bien entendu qu'ils ne revendiquent le moindre droit à l'expression. Qui sont ces prétendus génocidaires dont on a vu certains fréquenter régulièrement et impunément, et parfois même davantage, les capitales des nations civilisées comme Rome et Bruxelles, sans que cela n'entraîne la moindre protestation de la part de l'État FPR. Qui sont réellement ces forces négatives, dont l'ex-commandant Paul Brarakabije, il n'est pas le seul, se retrouve aujourd'hui général au sein de l'armée gouvernementale sans avoir dû faire face au moindre procès? Il est vrai qu'il y en a d'autres qui, comme Séraphin Bizimungu, surnommé Amani Mahoro, se sont vus rapidement disqualifiés, sans doute, parce que les conditions de leur retour au pays étaient jugées beaucoup trop prétentieuses. Ou alors, peut-être, auront-ils osé, même timidement, demander l'impossible, c'est-à-dire le dialogue avec un gouvernement des rescapés du génocide. J'estime pour ma part qu'il faudrait désormais en finir avec l'hypocrisie au sujet de ces rebelles rwandais, dont la plupart sont des survivants de la tragédie des camps de réfugiés rwandais établis au Zaïre dans le sillage de la victoire militaire du Front patriotique rwandais sur les ex-forces armées rwandaises. Nous le rappelions encore le 10 novembre dans le cadre de la journée de commémoration dédiée aux millions de victimes tant rwandaises, congolaises que burundaises et bien d'autres. Une journée qui était organisée ici à Bruxelles par les FDU, c'est une plateforme de l'opposition rwandaise. Ces gens donc qui ont été massacrés ou mortes d'autres causes liées à une guerre internationale qui ne dit pas son nom. C'est dans ce cadre que j'en appelais justement à ce qu'on s'abstienne de toute action susceptible d'embraser de nouveau cette région hypersensible de l'Afrique des Grands Lacs. Ce serait certainement le cas avec l'élimination annoncée des milliers de survivants de cette guerre aux intérêts inavouables. À n'en pas douter, la Commission internationale sur la vérité et la réconciliation, tant souhaitée, trouve ici toute sa justification. Mais, contrairement à la position exprimée et réitérée par le régime FPR, on ne saurait se contenter d'un monologue que Kigali tente de faire passer pour un dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés. Il va sans doute falloir un véritable dialogue interrwandais, libre et contradictoire, hautement inclusif et bien sûr axé sur l'indispensable partage du pouvoir entre toutes les composantes et toutes les sensibilités du peuple rwandais dans son ensemble. Le génocide ne saurait justifier la dictature militaire dont il fut en partie le résultat. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, qui sont les plus fervents soutiens au président Paul Kagame, sont sans doute les mieux placés pour le convaincre de la nécessité et du caractère incontournable d'un dialogue interrwandais qui, de son côté,
mettrait en place une commission vérité et réconciliation en vue de solder la tragédie nationale, dont les conséquences sur le plan régional, voire international, sont plus que catastrophiques. Plutôt que de gaspiller inutilement ses énergies à intimider et à terroriser les journalistes et les opposants politiques, qu'il tente de réduire au silence, notamment en exerçant des pressions inacceptables sur les rares médias internationaux, comme La Voix de l'Amérique ou la BBC, via lesquels ces derniers, je veux dire les opposants, parvenaient jusqu'ici à s'exprimer. Le régime du Front patriotique rwandais, à mon sens, serait bien inspiré de s'ouvrir au dialogue. C'est l'unique façon de gagner définitivement la paix après avoir provisoirement gagné la guerre. Permettez-moi de conclure mon intervention en renouvelant mon appel, qui est sans doute celui de toute l'opposition rwandaise en exil au gouvernement américain et britannique, afin qu'il se prononce sans détour en faveur d'un authentique dialogue inter-rwandais. C'est dans l'intérêt non seulement du Rwanda, mais aussi dans celui de toute la région de l'Afrique des Grands Lacs. Ce n'est certainement pas à travers l'extermination des peuples africains qu'on parviendra à leur inculquer les valeurs démocratiques supposées être incarnées par des nations dites civilisées. Après tant de souffrances et de frustrations, 7 millions de morts en l'espace de 17 ans, l'Afrique des Grands Lacs aurait droit à un répit. La crédibilité du monde réputé libre est à ce prix. Nous ne demandons pas la lune. Nous disons simplement à ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, laissez-nous enfin dialoguer. Je vous remercie. Turn upside down, yeah, yeah, yeah. I've been cast aside and been despised. But I'm Daniel in the lion's den, Jonah in